Bonjour, c'est Michel Drac. Aujourd'hui, je ne vous présente pas un livre puisque c'est une vidéo d'actu. C'est la vraie actu de décembre 2017. Alors, on va commencer par parler de Donald Trump et de la tendance États-Unis d'Amérique. Alors, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis en ce moment ? Eh bien, Donald Trump a été mis fortement sous pression par son opposition. La pression est diffuse, c'est une offensive tous azimuts, on attaque d'un côté, puis de l'autre, on essaye de déboussoler l'administration Trump. L'attaque principale est relative à ce que l'on appelle l'affaire russe, c'est-à-dire l'accusation d'ingérence russe dans l'élection présidentielle 2016. Mais en pratique, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de preuves qui ont été amenées. Franchement, il est assez probable qu'on ait aussi affaire là à une énième manifestation de la paranoïa américaine quand il s'agit de la Russie. Une autre manifestation de la pression mise sur Trump, c'est ce qui s'est passé lors de l'élection sénatoriale partielle en Alabama. Alors il y a un monsieur Roy Moore, qui est un candidat du Parti républicain, je dirais, dans l'aile droite. Il était soutenu, ce monsieur, par Steve Bannon, un ancien conseiller de Trump qui est considéré en quelque sorte comme la figure de proue de l'alt-right. Et ce monsieur Moore s'était imposé aux primaires républicaines, y compris d'ailleurs contre le candidat soutenu par Trump, et par l'establishment républicain, car Trump, manifestement, est dans une stratégie consistant à donner des gages à l'establishment républicain, sans lequel il ne peut pas avancer au Sénat et au Congrès. Mais Trump, après la victoire de Moore lors des primaires, s'était rallié à celui-ci. Or, Moore a perdu l'élection en Alabama à la suite d'une campagne de presse qui s'est produite dans le contexte particulier de l'affaire Weinstein, ou Weinstein si vous dites à l'américaine. Vous savez, donc ce producteur hollywoodien, cette histoire de harcèlement sexuel, etc. Eh bien, dans ce cadre-là, Moore a été accusé d'avoir harcelé sexuellement des jeunes femmes il y a quelques années, et c'est comme ça qu'on lui a fait perdre une élection a priori imperdable. Faire perdre ce candidat auquel Trump s'était finalement rallié, c'était probablement une manière aussi de mettre la pression sur Trump. Cette pression, elle provient aussi de certains intérêts, je dirais, capitalistes, de certains intérêts entrepreneuriaux, qui ne sont pas nécessairement au départ politiques, ou pas forcément engagés politiquement, mais qui sont en train de s'engager parce que Trump fait des choix économiques qui plaisent à une partie du capitalisme américain, mais qui déplaisent à une autre partie du capitalisme américain. En particulier, on a beaucoup parlé récemment du fait qu'il avait abrogé une réglementation datant de l'ère Obama qui oblige les fournisseurs d'accès Internet à traiter tous les fournisseurs de contenu de la même manière. Les fournisseurs d'accès Internet souhaitaient qu'on abroge cette réglementation parce qu'ils veulent en fait eux-mêmes investir le domaine des contenus, parce que leur activité traditionnelle décroît, donc ils se cherchent de nouveaux territoires de croissance. Certains acteurs de l'économie numérique, très clairement, étaient vent debout contre la remise en cause de cette réglementation, parce que, évidemment, les fournisseurs d'accès Internet vont avoir un avantage sur des acteurs qui ne sont pas fournisseurs d'accès Internet. Ça veut dire que des sociétés comme Google, comme Amazon, comme Facebook, clairement, n'ont pas de raison à ce stade de faire des cadeaux à Donald Trump. D'où d'ailleurs le fait qu'on parle actuellement d'une candidature de Mark Zuckerberg pour la présidentielle 2020. Il est clair que Donald Trump s'est mis à dos par ses choix un certain nombre d'acteurs puissants aux États-Unis qui étaient souvent d'ailleurs les faiseurs de roi, il faut bien le dire, derrière Obama. Alors c'est ce qui explique naturellement, à mon avis, le choix de Trump
de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël, par exemple. Vous me direz quel est le rapport? Je crois que le rapport est assez simple. Connaissant Jérusalem comme capitale d'Israël, Trump se met dans la poche, temporairement au moins, le puissant lobby pro-Israël qui a une grosse influence sur le Congrès et un degré moindre le Sénat. Il est clair que Trump est parvenu ainsi à faciliter un certain nombre d'évolutions, de réformes qu'il aurait eu du mal à faire passer sans l'appui discret de ce lobby pro-Israël. Trump a réussi à faire adopter au Sénat sa grande loi de réduction des impôts. Différents lobbies qui sont en lutte pour savoir à qui les coupes fiscales doivent profiter le plus vont continuer à s'affronter autour de la manière dont on va appliquer la loi, mais Trump a en tout cas marqué un point important sur le plan symbolique. C'est sa politique économique qui commence à se déployer. Sur une période de 10 ans, l'État fédéral va amputer ses ressources d'environ 1400 milliards de dollars, soit en gros 2 années de déficit budgétaire. Les États-Unis ont réussi à surmonter temporairement leur paralysie, Trump ayant rallié à lui le lobby pro-Israël, mais ça va avoir un coût en politique étrangère. Au Moyen-Orient, Donald Trump n'a pas seulement reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël, ce qui est une mesure plus symbolique qu'autre chose. Il a surtout réaffirmé les liens entre les États-Unis et l'Arabie saoudite. Il a confié ce dossier-là à son gendre, Jared Kushner, qui est, soit dit en passant, un ami personnel de Bibi Netanyahou. On reste dans le lobby pro-Israël de toute façon. Kushner a établi des liens forts avec son presque contemporain, le probable futur roi d'Arabie saoudite, Mohammed bin Salman. Sur cette base, manifestement, il a été décidé de réorganiser la politique américaine au Moyen-Orient. Trump a négocié avec Ben Salman visiblement un deal dont les termes généraux sont les suivants. L'Arabie saoudite va mettre un peu d'eau dans son vin wahhabite, si j'ose dire, si tant est qu'on puisse parler de vin wahhabite, évidemment. La formule est amusante. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Avec des Saoudiennes qui seront autorisées à conduire une voiture, avec un clergé wahhabite qui va être prié de rendre un petit peu plus présentable tout de même son obscurantisme médiéval. Ma formule. Au niveau des financements du terrorisme, qui sont depuis longtemps quelque chose que les Saoudiens font non pas par une politique publique, mais par une tolérance discrète accordée à des acteurs privés, qui font ça plus ou moins sous contrôle des services saoudiens, eh bien, on va serrer un petit peu les vis. Probablement, ça va continuer, mais ça va être mieux fait, et visiblement, les choses ne se sont pas du tout passées comme prévu en Syrie et en Irak. L'État islamique a largement échappé aux gens qui voulaient l'instrumentaliser, donc on va faire émerger probablement des djihadistes plus fréquentables, déguisés en armée syrienne libre, par exemple, ou quelque chose comme ça. Là, on a un général russe qui vient d'expliquer justement que c'était curieux, il y a une base en Syrie où les Américains forment des gens qui sont d'anciens combattants de Daesh, et les Américains ont dit pas du tout, nous formons des gens qui sont de futurs Freedom Fighters. Mais ça peut être les mêmes, hein. Il suffit de changer le dossard du mec, c'est comme ça que ça fonctionne là-bas. Bon, donc tout ça s'organise gentiment. Par ailleurs, bien entendu, l'Arabie saoudite va payer. Trump l'avait dit pendant sa campagne électorale, il avait dit avec sa finesse proverbiale, ces pays-là n'ont que de l'argent, eh bien, je vais leur faire cracher beaucoup d'argent pour les États-Unis. Au moins, avec Donald, les choses sont claires. Bon, c'est l'avantage. C'est ce qu'il a fait. Apparemment, le fonds saoudien va investir 100 milliards de dollars aux États-Unis aussi au passage. Et en échange de tout ça, Mohammed bin Salman devient en fait le nouveau roi de l'Arabie saoudite pour pouvoir déployer son agenda 2030, essayer de moderniser le pays.
Alors comme tout ça est très bien organisé, on lui a d'ailleurs donné des mercenaires d'académie, ex-Blackwater, parce qu'il n'avait pas très confiance dans les troupes saoudiennes, ce qui lui a permis de faire séquestrer un certain nombre de dignitaires, de personnes influentes et très riches, entre autres pour les racketter. Il leur a confisqué beaucoup de biens, ce qui d'ailleurs va lui permettre évidemment d'aller financer les États-Unis en contrepartie. Vous voyez, tout ça est vraiment très bien pensé. Et d'ailleurs, c'est même tellement bien pensé que je doute que Donald Trump y soit pour grand-chose. Je pense que Jared Kushner y est pour beaucoup plus, et je pense même que l'ami de Jared Kushner, Bibi Netanyahou, n'y est pas tout à fait pour rien. Vous voyez comme tout ça, vraiment, comment les fils commencent à se connecter, là on voit bien. Hein. Ce projet Vision 2030 de Mohamed Ben Salman, d'ailleurs, n'est pas inintéressant. Hein. Il s'agit de sortir l'Arabie Saoudite de la dépendance pétrolière. Par exemple, M. Ben Salman rêve que l'Arabie Saoudite produise elle-même ses pétroliers. C'est-à-dire que Aramco, qui va être privatisée, introduite en bourse, pourrait produire elle-même ses pétroliers. Bon. Et puis, bon, il s'agit aussi de mettre au travail une population saoudienne qui a pris l'habitude, en fait, d'avoir des... Comment on va appeler ça, des emplois fictifs, ou des emplois à 3/4 fictifs, des emplois à 9/10 fictifs, avec tout un secteur public complètement subventionné, et dans lequel on ne faisait pas grand-chose, puisqu'en fait, il n'y a que les immigrés qui travaillent là-bas. À noter que dans l'histoire, les entreprises françaises vont être assez peu associées au plan Vision 2030, ce qui fait que la France, qui a quand même beaucoup fait sous Hollande pour essayer de construire une relation forte avec l'Arabie Saoudite, en espérant évidemment qu'on allait récupérer beaucoup de contrats, eh bien, apparemment la France a investi un peu en vain. C'est vrai qu'on a réussi à revendre nos Mistral à l'Égypte, en fait c'est l'Arabie Saoudite qui a payé, plus quelques rafales dans l'histoire, c'est pour ça qu'on a vendu des rafales. Mais ça s'arrêtera là manifestement. Pour la grande affaire qui est le plan Vision 2030, c'est le capital américain qui va en bénéficier. Alors cet équilibre qui a été trouvé temporairement à l'intérieur de la classe dirigeante américaine avec un lobby pro-Israël qui s'est rallié à Donald Trump n'a pas que des conséquences au Moyen-Orient, ça a aussi des conséquences dans d'autres parties du monde. Par exemple en Amérique latine. Trump a félicité pour sa victoire le président du Honduras, Juan Orlando Hernández, un mois après sa réélection au prix de fraude qui lui ont quand même valu une condamnation par l'ONU et une contestation persistante dans le pays. Et il n'est pas tout à fait anodin de remarquer que la radio publique israélienne venait d'annoncer que le Honduras allait probablement imiter le Guatemala et reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État hébreu, et que c'est à ce moment-là que Donald Trump a choisi de féliciter le président du Honduras pour sa réélection. Alors voilà, c'est le contexte américain, et on y reviendra quand on parlera de la tendance guerre hors limite. Évidemment, ce contexte explique beaucoup de choses sur ce qui est en train de se passer dans le monde. Et bien pendant ce temps-là, en Europe, Emmanuel Macron fait semblant de croire qu'il va pouvoir refonder la construction européenne. On a eu un entrefilet du Canard il y a quelques semaines qui était assez intéressant. Après cet entrefilet, quand Emmanuel Macron a appris son microscopique succès sur la directive des travailleurs détachés, où en fait il a obtenu quelque chose d'assez symbolique, qui ne va pas fondamentalement changer la donne, il a été pris d'un transport de joie, et il a exulté devant sa garde rapprochée. Il y avait M. Collomb, M. Castaner, M. Ferrand, en disant « on va y arriver, on va arriver à faire avancer l'Europe ». Ça ressemble beaucoup à un type qui est en train de faire de la méthode Coué.
Parce que dans la réalité, le contexte fait que ça va être très très difficile pour Macron de faire effectivement avancer l'Europe. Il y a une peut-être bonne nouvelle pour les partisans de la construction européenne telle qu'elle s'est déployée jusqu'ici, et donc soit dit en passant une mauvaise nouvelle pour ceux qui, comme moi, pensent qu'au point où on en est, il faut tout reprendre à zéro. Le risque d'un Brexit sans accord s'éloigne. Les négociateurs sont parvenus au terme de la première phase. Ils se sont mis d'accord en gros sur ce que les Britanniques vont devoir payer le temps de partir. Et à partir de là, les négociations vont pouvoir s'enclencher en vue d'un accord en bonne et due forme pour réguler le Brexit. Ça ouvre la porte effectivement à ce qu'on pourrait appeler un soft Brexit. Michel Barnier a déclaré récemment, début décembre, que le point de vue de l'Union européenne, c'est qu'il fallait que le Royaume-Uni aille vers un accord comparable au CETA qui a été conclu avec le Canada. En fait, tout se passe comme si Bruxelles prenait acte du fait que décidément les Britanniques veulent rester souverains sur un certain nombre de sujets, et puis on va quand même sauver l'essentiel qui sont les intérêts bien compris du capitalisme transnational. Où on va essayer de trouver un accord entre la City of London, dans toutes ses composantes, ce qui va être compliqué parce qu'il y en a une partie qui est pour et une partie qui est contre l'idée de trouver un véritable accord. Et puis d'autre part, le grand capital européen. Mais attention, l'hypothèse d'un soft Brexit avec accord n'est pas encore complètement validée. Les députés conservateurs ont fait passer un texte à la Chambre des communes qui soumet le résultat des négociations à l'approbation du Parlement, ce qui est un signe de forte défiance à l'égard de Theresa May. La question de la frontière entre l'Irlande du Nord et l'Aire continue à faire couler de l'encre, à user de la salive et à poser de sérieux problèmes au Premier ministre britannique. Il y a manifestement beaucoup d'arrière-pensées de part et d'autre parce que, en fait, le volume du commerce transfrontalier n'est pas très important. Mais on a du mal à comprendre qui exactement joue quel jeu dans cette histoire. Moi, je me demande s'il n'y a pas des intérêts contradictoires dans les deux camps. C'est-à-dire, je me demande s'il n'y a pas des adversaires du soft Brexit qui discrètement vont titiller les Irlandais du Sud pour mettre la pression sur Theresa May, mais aussi les adversaires du hard Brexit qui vont faire exactement la même chose en espérant le résultat inverse, c'est-à-dire en espérant que ça va pousser les Britanniques à être plus conciliants. J'ai l'impression qu'on a beaucoup d'acteurs qui ne disent pas vraiment ce qu'ils veulent obtenir, qui ne sont pas vraiment sûrs de la manière de l'obtenir et qui entreprennent des manœuvres en quelque sorte exploratoires pour voir un peu ce que ça va faire. Donc c'est un contexte très instable. Et puis on a à l'intérieur du Parti conservateur de Grande-Bretagne des relations pour le moins explosives entre Theresa May et Boris Johnson. Johnson n'est pas en charge du Brexit, mais ça ne l'a pas empêché de critiquer vertement Theresa May. Petit à petit, le nombre de députés conservateurs qui semblent être favorables au départ de Theresa May augmente. Et il faut surveiller cette histoire parce que si Boris Johnson devient Premier ministre, le hard Brexit le plus dur devient envisageable. Or, c'est très important pour l'évolution de la suite de l'Union européenne et pas seulement dans son rapport avec la Grande-Bretagne. Il faut voir qu'une Grande-Bretagne qui aurait opté pour le hard Brexit va fournir du soutien à tous ceux qui veulent mettre le bordel dans l'Union européenne sous pilotage allemand. Ça peut changer beaucoup de choses dans les années qui viennent,
par exemple pour les Italiens qui ont des législatives dans quelques mois. Si on imagine un mouvement 5 étoiles arrivant au pouvoir à Rome, ce qui n'est pas exclu, ce qui n'est pas du tout certain bien sûr, mais ça n'est pas exclu, il est clair que dans un contexte marqué par un hard Brexit, avec un Boris Johnson au 10 Downing Street, les Italiens auraient de grandes marges de manœuvre pour faire pression sur la Commission européenne et sur Berlin. Donc contexte extrêmement instable. Pour l'instant, les européistes ont réussi à éviter le Brexit sans accord, mais ils ne sont pas sortis de l'auberge pour autant. Ils n'ont pas tiré d'affaire pour autant. Pendant ce temps-là, en Allemagne, il se passe ce qui était finalement a posteriori assez prévisible, c'est-à-dire qu'avec un Bundestag dans lequel il y a maintenant 6 factions, il y a Die Linke, la gauche radicale, le SPD, les socialistes, la gauche modérée, les Verts, la CDU-CSU, le FDP, les libéraux, et Alternative für Deutschland, ça fait bien 6 fractions à l'intérieur du Bundestag. Eh bien, vu la constitution allemande, ça devient ingouvernable. Merkel a d'abord essayé de faire une coalition avec les libéraux du FDP et les Verts, mais ça n'a pas marché parce que ces gens-là ne sont pas d'accord sur grand-chose, en fait. Et en particulier, ils ne sont pas d'accord sur l'Europe. Les Verts n'étaient pas opposés à l'idée de Macron d'un budget de la zone euro, alors que le FDP, lui, demande carrément, enfin, disons, semblait bien parti pour exiger, ou en tout cas pour suggérer très fortement, la suppression du mécanisme européen de stabilité. Là, c'est à 180 degrés, quoi. L'échec de cette tentative de coalition était donc assez prévisible. C'est pas forcément en soi une mauvaise nouvelle pour Macron, parce que il est clair que, de toute façon, cette coalition n'aurait pu que bloquer l'essentiel des projets de Macron. Parce que le FDP n'aurait jamais avalé, en particulier, les idées de Macron sur un budget de la zone euro. Donc le résultat des courses, c'est que le SPD revient dans la course. Effectivement, pour Merkel, si elle ne peut pas gouverner avec le FDP et les Verts, il est obligé de gouverner avec le SPD. Alors là, si ça débouche sur un accord de gouvernement, ça peut être très bon pour Macron. Parce que Martin Schulz doit être à peu près le seul type en Allemagne à être vraiment d'accord avec Emmanuel Macron. Il a même carrément demandé un agenda 2025 pour des États-Unis d'Europe. Bon, le problème, c'est que c'est pas du tout évident que la CDU-CSU accepte de travailler sur ces bases. Il n'y a que 30% des Allemands, à peu près, qui sont d'accord avec les positions de Schulz sur l'Europe. En plus, à l'automne 2018, il y a des élections régionales en Bavière. Si les concessions éventuelles de Merkel sur l'immigration en face des Verts, sur l'Europe en face du SPD, amène la CSU à perdre la majorité, il est probable que la coalition sera détruite. C'est-à-dire que on peut arriver dans une situation, si vous voulez, où il y a une partie de la CDU-CSU qui, à la limite, commence à glisser vers l'idée d'une alliance avec Alternative für Deutschland. Un peu comme en Autriche, où on a en ce moment un gouvernement d'alliance entre la droite d'affaires et, on va dire, une droite populiste anti-immigration compatible avec la droite d'affaires sur le plan de la politique économique. Donc tout le monde en Europe est en train de regarder en ce moment cette espèce de marigot où les différents partis politiques allemands se tirent la bourre pour essayer de fabriquer des coalitions impossibles, sous l'œil goguenard des deux forces qui sont a priori exclues des coalitions, c'est-à-dire Die Linke, la gauche radicale,
Mélenchon si vous voulez, et puis Alternative für Deutschland, on va dire la droite populiste, on va dire Le Pen, en gros, bon pas tout à fait, mais voilà, ça y ressemble. Et entre les deux, bon, alors comment on essaye de s'accoupler entre CDU, CSU, FDP, SPD, les Verts, et on n'y arrive pas. Bon. Et tout le monde autour de l'Allemagne regarde ça. Et les Polonais sont inquiets. Ils ne veulent surtout pas de la solution Schulz. Il faut comprendre que les Polonais, pour l'instant, sont dans une position très favorable. Parce qu'ils sont dans l'Union européenne, mais pas dans l'euro. Ça leur va très bien. Hein, ils n'ont pas le fardeau de l'euro, qui est un gros problème pour tout le monde, sauf pour les Allemands. Mais ils sont dans l'Union européenne. Parfait, très bien. Quelque part, le projet Macron ouvre la porte, en fait, à une situation où, au lieu d'avoir une Union européenne avec à l'intérieur une zone euro, on aurait en fait un Euroland très intégré, et puis autour des périphéries, où finalement il n'y aurait plus beaucoup de différence entre un pays comme le Canada, qui a le CETA, et une Pologne qui serait dans l'Union européenne, mais qui aurait probablement pas vocation à rester dans la situation où elle est aujourd'hui, qui serait de facto un peu marginalisée par l'intégration du noyau carolingien. Les Russes, eux, observent tout ça avec distance. Ils se disent probablement que Macron va avoir une fenêtre de tir assez étroite pour faire avancer les choses, et que pour bénéficier de cette fenêtre de tir, il va falloir qu'il mette toutes les cartes dans son jeu. Et probablement ce que les Russes doivent se dire, c'est il est bien possible que ce président français qui sait, parce que ça n'est pas un imbécile, et que les gens qui sont autour de lui ne sont pas des imbéciles, qui sait ou qui savent, si on parle de ses conseillers, que une fois que la fenêtre de tir sera passée, c'est cuit, c'est fini. Après, c'est terminé. Si d'ici 2022, ils n'ont pas refondé l'Europe, ou elle explose dans la foulée, ou c'est plus qu'une question de temps. Mais c'est maintenant ou jamais. Hein. Bon. En tout cas, pour la construction européenne telle qu'elle est conçue jusqu'ici. Les Russes doivent se dire, bon, bah, ces gens-là vont être assez ouverts, probablement, pour définir avec nous quelque chose, parce que il est clair que le SPD, Schulz, derrière, on a Gerhard Schröder. Qui dit Schröder dit Gazprom, dit l'axe Berlin-Moscou. Donc, autant les Polonais sont pas contents du tout de voir que la coalition jamaïque a échoué, pas contents du tout à l'idée d'une coalition avec le SPD, autant les Russes ne doivent pas y être opposés. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que pour l'instant, dans la configuration actuelle, c'est-à-dire avec une CDU-CSU qui garde la main en Allemagne, en fait, Macron est très mal placé pour faire déboucher ses projets. Le Canard du 27 décembre a cité les propos du ministre des Finances allemand Peter Altmaier à propos des grands discours d'Emmanuel sur l'Europe. Voilà ce que dit M. Altmaier. Cela me rappelle un poète français du XIXe siècle, Arthur Rimbaud. Avec quelques textes et tout en étant très jeune, il était parvenu à créer un nouveau genre de poésie qui a influencé la littérature mondiale jusqu'à aujourd'hui. Alors je pense que ça, ce que ça veut dire dans la bouche d'un ministre des Finances de la République fédérale d'Allemagne, c'est cause toujours. C'est de la poésie. Donc en attendant de savoir ce qui va sortir de tout ça en Allemagne, eh bien, on discute, on communique. Il y a eu un sommet à Göteborg en novembre. Bon, il y a eu des divergences franco-allemandes, tout le monde le sait, mais il est interdit d'en parler. La version officielle, c'est que l'Union européenne n'est plus très loin de se doter d'un outil de convergence
sur le droit du travail et le salaire minimum. Alors quand on vous dit que l'Union européenne n'est plus très loin de se doter d'un outil de convergence, c'est vous dire où on en est. Le socle européen des droits sociaux, c'est pas pour demain matin à mon avis. Pendant ce temps-là, la Commission européenne, qui est bien obligée tout de même de faire tourner la boutique, a commencé à essayer de définir une voie moyenne entre les positions des différents États européens. Donc on parle de la création d'un fonds monétaire européen de 500 milliards d'euros de capacité de prêt en tout cas, ce qui n'est rien d'autre que ce dont dispose déjà le mécanisme européen de stabilité. On admet l'institution d'un ministre des Finances de la zone euro, mais par contre pas de budget de la zone euro. Alors ce ministre des Finances de la zone euro, déjà il faudrait savoir ce qu'il va faire. Dans l'esprit d'Emmanuel Macron, il va administrer le budget de la zone euro, mais comme les Allemands ne veulent pas de budget de la zone euro, ils ont un job à lui confier. Il sera là apparemment, d'après les Allemands, pour faire respecter les règles, c'est-à-dire les règles définies par l'Allemagne. À mon humble avis, ce que ça veut dire concrètement, c'est que pour éviter l'explosion de la zone euro, il va falloir que, d'une manière ou d'une autre, il y ait des transferts entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. Si on transfère 100 milliards par an, c'est probablement pas suffisant. 200 milliards, probablement, ça suffit. Mais pour que ça soit viable durablement, il faut 400 milliards par an. Les Allemands n'accepteront jamais de transférer 400 milliards par an, les autres Européens du Nord non plus. Même si en échange on leur donne le droit de contrôler ce qui se fait en Europe du Sud, ils n'accepteront pas quand même. Mais peut-être qu'en échange de ce droit, ils monteront effectivement à 200 milliards par an ou quelque chose comme ça. Et donc on va assister à une grande négociation de marchands de tapis, probablement, pour savoir comment on essaye de faire durer péniblement ce machin mal conçu, en inventant des formules bizarres, des institutions incompréhensibles. Voilà, concrètement, la refondation de l'Union européenne et de l'Euroland, ça va probablement se réduire à ça, une grande discussion de marchands de tapis. Cependant, il y a une bonne nouvelle, la Commission européenne a fait des propositions pour en finir avec la concurrence fiscale au sein de la zone euro. Formidable! Donc il propose une assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés, ACCIS. Elle serait obligatoire pour les groupes au chiffre d'affaires supérieur à 750 millions d'euros. Formidable. Les États resteraient libres de définir le taux d'imposition, mais ils détermineraient tous de la même manière l'assiette de l'impôt. Il n'y aurait qu'un seul lieu d'imposition, mais le produit de la taxe serait ensuite réparti dans tous les pays où la société exerce une activité, en fonction du niveau de l'activité dans chaque État, et non en fonction du résultat des filiales. Ça veut dire qu'en gros, on flingue la capacité des multinationales à jouer à saute-mouton par-dessus les frontières fiscales pour pas payer d'impôts. Oui, bravo, vive la Commission européenne. Ah oui, non, j'ai oublié de vous dire. Ce projet doit encore être approuvé par les États membres à l'unanimité. L'actualité de cette fin d'année 2017 est marquée sinon par l'agitation générale au Proche et Moyen-Orient. Alors on a vu ce qui s'est passé au Liban avec la démission du Premier ministre, M. Hariri, une démission manifestement téléguidée par Riyad. Hypothèse qui a de bonnes chances d'être vraie, Riyad a exigé cette démission pour faire monter la tension en Liban, en prévision d'une confrontation avec le Hezbollah. Pour rappel, tout ça se produit au moment où les rebelles yéménites soutenus par l'Iran viennent de tirer un missile vers l'Arabie Saoudite, vers Riyad, la capitale. Apparemment, mais ça n'est qu'une hypothèse,
cette espèce de simili-kidnapping bizarre de Saad Hariri, accusé par Mohammed bin Salman d'être trop proche du Hezbollah, disons trop complaisant vers le Hezbollah, aurait eu lieu parce que bin Salman a cru qu'une attaque israélo-états-unienne était imminente contre le Liban, c'est-à-dire contre le Hezbollah. Et ce serait Jared Kushner qui aurait assuré que les USA s'apprêtaient à rogner sérieusement les ailes à l'Iran. Ce qui est visiblement d'ailleurs en train d'arriver, mais pas de la façon dont Ben Salman s'y attendait, puisque le Hezbollah n'a pas été attaqué à ce stade, sans doute parce qu'il est militairement assez difficile à déloger. En revanche, là, juste en cette fin d'année 2017, on a de l'agitation, des troubles civils en Iran. Le gouvernement iranien a mis les réseaux sociaux sous contrôle. Ça rappelle les tentatives de révolution orange qui s'étaient déjà produites en 2009. Alors c'est assez logique que les Américains soient en train d'attaquer l'Iran, parce que les Iraniens sont sur le point de remporter une victoire très importante. Fin novembre, il y a une ville qui est tombée en Syrie à la suite d'une opération combinée entre l'armée arabe syrienne, le Hezbollah et la milice chiite irakienne, c'est la ville d'Abu Kamal. Avec cette chute, il y a maintenant une continuité territoriale, Iran, Irak chiite, Syrie sous contrôle de la République arabe syrienne, Liban, territoire du Hezbollah. Manifestement, les forces kurdes ont cherché à fermer, les forces kurdes en Syrie ont cherché à fermer le passage avant que les chiites ne l'ouvrent, mais ça n'a pas réussi. D'où sans doute, soit dit en passant, le soutien états-unien et israélien à ces forces kurdes, soutien obligé du point de vue israélien pour empêcher la constitution de cette continuité territoriale chiite qui amène de facto les gardiens de la révolution iranienne aux frontières d'Israël, ce qui ne plaît pas du tout aux Israéliens, mais soutien également qui évidemment déplaît souverainement aux Turcs, qui n'ont pas du tout envie de voir des Kurdes trop puissants à leurs frontières. On peut se souvenir qu'il y a quelques mois, les Kurdes, qui ne sont pas formellement indépendants en Irak, même si la différence entre leur autonomie et une indépendance est assez évanescente, mais officiellement ils ne sont pas indépendants. Les Kurdes ont parlé vraiment de revendiquer leur indépendance, ils ont voulu organiser un référendum d'indépendance, et il faut se souvenir qu'à ce moment-là, il y a eu des réactions très violentes de Bagdad, d'Ankara et de Téhéran. Ce qui veut dire que les Turcs, qui sont les adversaires des Iraniens et surtout du régime de Bachar el-Assad en Syrie, sont aussi potentiellement des partenaires de Téhéran en face des velléités d'indépendance kurde. Alors ça explique, cette situation complexe explique les revirements permanents d'Ankara, qui est décidément pour, je pense, tous les acteurs dans la région, un partenaire très difficile à saisir. Cela dit, on peut quand même, au passage, applaudir M. Erdogan, qui, je pense, en ce mois de décembre 2017, nous a gratifié de la déclaration la plus drôle dans la région, depuis, je dirais, le fameux « il faut lutter contre les forces de l'islam » de Bibi Netanyahou en janvier 2015, quand le type qui faisait soigner les djihadistes du front Al-Nosra en Israël expliquait que les Français étaient trop gentils avec les musulmans. Bon. Eh bien, on a un peu l'équivalent, même en mieux, je crois, avec M. Erdogan,
qui a profité d'une visite récente en Tunisie. Erdogan se promène un peu partout pour montrer que, mais oui, il est toujours le chef là-bas, mais oui, il fait ce qu'il veut et que d'abord il emmerde tout le monde. En tout cas, tous ceux qui voudraient l'emmerder lui, c'est tout à fait son mode de fonctionnement. Hein. C'est un caïd des bas-fonds stambouliotes à la base, M. Erdogan. C'est comme ça qu'il marche. Et donc, il a donc été en Tunisie, il en a profité pour dire qu'il n'y aurait pas de solution en Syrie avec Assad, parce que Assad, figurez-vous, c'est affreux, c'est un dictateur qui a soutenu le terrorisme. Alors, pour bien apprécier quand même la déclaration de M. Erdogan, il faut se souvenir qu'au même moment, en Turquie, il y a quand même 55 000 personnes qui ont été arrêtées à la suite du putsch, ou semi-putsch, on ne sait pas trop, manqué du 15 juillet 2016. Ça fait quand même beaucoup, 55 000 personnes en prison. Bon. Je dis pas que c'est simple pour M. Erdogan, je dis pas que... Non, je prends pas parti dans leurs histoires de Turcs, je dis simplement, voilà, il y a 55 000 personnes en prison. Bon. Et il faut se souvenir aussi que là, en ce moment, c'est le procès des membres du journal d'opposition Cumhuriyet, et que ce journal, précisément, s'était rendu célèbre il y a quelque temps en révélant, avec un reportage photo historique, je dirais, les liens entre les services secrets turcs et Daesh, et en particulier les fournitures d'armes à Daesh par la Turquie. Donc c'est quand même pas mal de la part de M. Erdogan, qui vient d'entôler 55 000 personnes, dont ceux qui avaient dénoncé le fait que ces services fournissaient des armes à l'État islamique, de dire il n'y a pas de solution avec Assad parce que ce type a soutenu les terroristes. Bravo! Tout le monde ne peut pas dire qu'il s'est élevé à la hauteur de Bibi Netanyahou dans la dégueulasserie. Eh bien, Recep Tayyip Erdogan peut le dire, on le félicite. Bon. Cela dit, au-delà de ces grands moments de rigolade, la tension dans la région a tendance maintenant à glisser de plus en plus. Elle s'était jusqu'ici bien centrée en Mésopotamie. Et là, elle commence à glisser. Elle est au Yémen, qui est dans une guerre civile dont on ne voit plus la fin. Soit dit en passant, 1 million de cas de choléra estimés au Yémen, à cause de l'effondrement de toutes les infrastructures. Bravo! En même temps, qu'est-ce que vous voulez? Qui s'intéresse au Yémen? Bon. On a eu un attentat le 24 novembre dans le Sinaï, un attentat revendiqué par l'État islamique, 300 morts dans une mosquée soufie. Il s'agissait probablement de châtier une tribu bédouine qui refusait de travailler avec Daesh. Ce qui montre bien que Daesh n'est plus centré sur son territoire historique. Il est en train d'éparpiller un peu partout, d'essaimer un peu partout. Il est intéressant au passage de noter que l'impact concret de cette tuerie, c'est que la réouverture du poste frontière de Rafah avec Gaza a été remise sine die. Alors tout ça provoque, semble-t-il, quelques discussions en Égypte, en particulier... certaines personnes font remarquer que c'est quand même un peu gênant que le cheikh de l'université Al-Azhar refuse de déclarer les membres de Daesh apostats. Bref, ça mijote gentiment en Égypte. Et il faut surveiller ça de très près parce que, vous savez, quand les choses partent en vrille, en général, il n'y a pas une cause. Se souvenir que avant la catastrophe qui a fondu sur la Syrie en 2011 et qui a eu plein de raisons, il s'est aussi passé que la Syrie a franchi son pic d'extraction du pétrole conventionnel à la fin des années 90, que Hafez el-Assad a échoué à renégocier le partage des eaux du Nil dans le sens qu'il voulait avec les Turcs à la même période, et qu'il y a eu une très grande sécheresse en Syrie en 2006.
et que ça a joué un rôle très important dans la déstabilisation de la société syrienne. Alors pourquoi je dis ça? Parce que en ce moment, donc pendant que dans le Sinaï, les hurluberlus de Daesh continuent à massacrer des gens, on apprend que le chef de la diplomatie égyptienne, M. Sameh Choukri, s'est rendu à Addis Abeba le 26 décembre pour sortir de l'impasse autour de l'épineux dossier du barrage éthiopien de la Renaissance sur le Nil bleu. Il s'agit d'un barrage dont la construction changerait en quelque sorte tout pour l'Éthiopie. Un barrage de 6000 mégawatts, l'équivalent de 6 réacteurs nucléaires, d'après ce que j'ai lu. Il pourrait stocker plus de 70 milliards de mètres cubes d'eau. Évidemment, pour l'Éthiopie, qui est un pays très pauvre, ça changerait beaucoup de choses. Seulement, il y a un petit problème, c'est que ça va réduire assez fortement le débit du fleuve. Or, l'Égypte dépend du Nil, et il y a eu des traités signés en 1929 et 1959 qui lui accordent à elle et au Soudan 87% du débit du fleuve. Si les Éthiopiens construisent ce barrage, si d'autres projets voient le jour, en Éthiopie ou au Soudan, pourquoi pas, il risque de pas rester grand-chose pour les Égyptiens. Or, l'Égypte est un pays qui a un taux d'autosuffisance alimentaire très faible. L'Égypte est un pays qui continue à avoir une démographie trop explosive, même si maintenant, enfin, le gouvernement égyptien s'est décidé à essayer de lancer une politique antinataliste, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Bref, tout est en place pour que la région du Nil, qui, je vous le rappelle, touche à la Corne de l'Afrique qui commande le golfe d'Aden, le golfe d'Aden qui est traversé par une des nouvelles routes de la soie voulues par Pékin. Là, on est dans la région, là, Yémen, golfe d'Aden, Djibouti, une région très explosive. Les Chinois viennent de financer le doublement du canal de Suez. C'est pas pour le plaisir qu'ils ont fait ça. Et on est dans cette région-là et on a cette Égypte instable, on a une guerre de l'eau potentielle. C'est pour ça que dans le petit bouquin que je viens de sortir, 8 scénarios pour un quinquennat, je me suis amusé à imaginer les crises qui pourraient survenir sous l'ère Macron, et j'ai mis une crise de l'eau du Nil, par exemple. Bon, je ne sais pas si ça se produira, mais c'est une possibilité. Toute cette région-là, pas seulement le Proche et Moyen-Orient, mais aussi l'Afrique du Nord, la Corne de l'Afrique, tout ça, ça sent la poudre, hein. Ça sent vraiment la poudre. Toujours dans la tendance guerre hors limite, 3 nouvelles intéressantes en décembre 2017. Élévation de la tension entre Taïwan et Pékin. De nouveaux exercices militaires chinois ont beaucoup déplu au gouvernement de Taïwan, qui a fait savoir qu'il envisageait, je cite, de développer des stratégies asymétriques, faute de pouvoir suivre la course aux armements initiée par Pékin. Alors il faut se souvenir que maintenant on a un parti au pouvoir à Taïwan qui prône ouvertement l'indépendance de l'île, et que les Chinois de Pékin, la République populaire de Chine, eh bien, eux ont fait savoir que si Taïwan déclarait formellement son indépendance, ils ne l'accepteraient pas et qu'en gros, ça serait la guerre. Donc là aussi, ça mijote. Une news assez étonnante, par ailleurs, qui est tombée récemment. On a une frégate de la marine britannique qui vient d'escorter un navire de guerre russe qui s'approchait des eaux territoriales britanniques le jour de Noël. On a aussi un face-à-face assez tendu qui s'est produit récemment entre les chefs de la diplomatie britannique Boris Johnson et son homologue russe Sergei Lavrov. Ils se sont rencontrés à Moscou le 29 décembre.
visiblement, la tension est assez forte entre les Britanniques et les Russes. Pourquoi exactement, je ne sais pas, mais apparemment, il y a une assez forte tension. Autre nouvelle intéressante, le président du Venezuela, M. Nicolás Maduro, a décidé de se suicider. Il a essayé de se suicider parce qu'il vient d'annoncer que le Venezuela allait créer une monnaie virtuelle appuyée sur le pétrole pour lutter contre le blocus financier des États-Unis. Ce sera le pétro qui aura une valeur équivalente à un baril de pétrole. Alors on peut discuter de ce que c'est exactement, on peut dire, comme l'a dit un monsieur Luis Oliveros, qui est un économiste, que ça n'est pas à proprement parler une crypto-monnaie, mais un titre de dette adossé à un actif, le pétrole. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce que ça veut dire, c'est qu'on a un grand producteur de pétrole qui dit « Moi, je peux vous vendre mon pétrole dans autre chose que du dollar ». Concrètement, c'est ce que ça veut dire. Alors je dis que M. Maduro vient de décider de se suicider parce que des mecs qui ont eu ce genre d'idée, j'ai du pétrole donc je peux créer une monnaie ou je peux vendre mon pétrole dans une autre monnaie, il y en a eu quelques-uns par le passé. Les derniers qui ont eu ce genre de brillante idée, c'est M. Saddam Hussein et M. Muammar Kadhafi. Moi je pense qu'il va y avoir du sport au Venezuela en 2018. Ça aussi d'ailleurs je l'ai mis dans mon petit bouquin 8 scénarios pour un quinquennat. Alors le pronostic que je fais, comme je suis un type qui a le sens de l'humour, c'est que Nicolás Maduro finit par mourir d'épuisement à cause du manque de sommeil après un coup d'État où il est incarcéré sur un navire-prison américain et il meurt, je crois, par manque de sommeil, à peu près au moment où Donald Trump et Benjamin Netanyahou font la fête à Mar-a-Lago, dans la résidence de Trump. Ah mais il y a beaucoup d'humour dans mon dernier bébé, hein, c'est It's a Wonderful World. Non vraiment, je vous jure. Une question qu'on peut se poser, c'est à propos de mon bouquin, là où il est beaucoup question de Macron, et finalement la France dans tout ça, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle peut faire devant cette planète qui pour l'instant donne l'impression de ne pas aller trop mal, parce que nous sommes temporairement dans une situation de relatif mini-boom économique, on va dire. Non, même pas mini, micro-boom économique. Bon. Mais c'est très relatif, c'est très temporaire. Ça aussi, j'explique pourquoi dans mon bouquin. Mais cette planète donc qui donne l'impression de ne pas aller trop mal, mais qui en fait, on le voit bien, est extrêmement instable, extrêmement dangereuse. Que fait la France? Ben, d'abord, j'observe qu'elle n'a toujours pas fait son autocritique, elle n'a toujours pas réellement regardé en face ce qui s'est passé ces dernières années. On continue à nous expliquer que la présence de Lafarge en Syrie ne s'explique que par des mauvaises décisions individuelles liées au fait qu'il y avait une usine dans laquelle on avait investi 680 millions d'euros. Personne apparemment n'est là pour faire remarquer que si cette usine a continué à fonctionner, il a bien fallu que son ciment soit livré à quelqu'un qui en a fait quelque chose. On ne sait pas. On continue à nous dire que c'est tout simplement un problème de management interne au cimentier Lafarge. Moi je veux bien, mais j'y crois pas, je le dis franchement. Le pays continue aussi à glisser tout doucement en termes de capacité militaire réelle. L'objectif de 2% du PIB en budget de la défense est maintenu, mais maintenant les OPEX se sont réintégrés dans le périmètre. C'est nouveau. Il y a eu un entretien de Florence Parly avec Le Monde, qui a été publié il y a quelque temps, c'était en octobre, je me souviens que Madame Parly parlait de l'actualisation du livre blanc de la défense, et elle disait que l'objectif c'était la recherche de l'autonomie stratégique. Alors c'est quoi l'autonomie stratégique? C'est, je cite, la capacité à entraîner nos alliés dans les opérations que nous lançons. Ce
qui est une définition assez curieuse de l'autonomie stratégique. L'autonomie stratégique, normalement, c'est plutôt la capacité à se passer des alliés si on ne peut pas les entraîner. En fait, ce qui se passe, c'est que la République française est ruinée. Pourquoi la Russie a les moyens d'avoir une grande stratégie et pas la France? Parce que quand on fait la différence entre le fonds souverain russe et la dette de l'État russe, la différence est positive. C'est-à-dire que l'État russe est très peu endetté, je crois que c'est 10% du PIB ou quelque chose comme ça, ou 15%, et le fonds souverain couvre cet endettement de toute façon. L'État français, il est endetté aujourd'hui à quelle hauteur? 100% du PIB. Il n'a aucune marge de manœuvre. Alors ça se termine par Emmanuel Macron qui essaye de fabriquer son G5 là pour amener les différents États de la bande sahélienne à participer à la stabilisation de leur propre territoire. Bon, mais apparemment, il n'y a que le Tchad qui a une armée à peu près capable d'intervenir. On discute pour savoir comment s'y prendre pour sortir les coûts des interventions militaires du fameux critère des 3% de déficit, n'est-ce pas, le traité de Maastricht. La réalité, c'est que la France, elle vivote, elle surnage péniblement dans ce monde. Alors on essaye d'exister un petit peu en proposant des médiations. Le quinquennat Macron ne semble pas devoir être marqué par la même incompétence diplomatique que le quinquennat Hollande. Même si on l'a vu encore récemment quand on est allé se mêler, je ne sais pas pourquoi, de leurs histoires de sunnites, de chiites en Syrie, il y a toujours cette arrogance qui existe chez les élites françaises qui n'ont toujours pas compris que être arrogant quand on a la force militaire de la Russie ou des États-Unis, ça peut être une stratégie de communication. Parce que ça veut dire, bon là, vous ne nous emmerdez pas. Mais être arrogant quand on en est à essayer de négocier des moyens avec le Tchad, ça fait rigoler tout le monde, quoi. Bon. Alors voilà, on vivote en essayant de se placer. Macron a plaidé auprès des Saoudiens pour une levée de leurs sanctions contre Doha, parce que le Qatar n'adhère pas franchement au nouveau plan concocté par messieurs Trump et Bin Salman. Donc il est mis sous pression par les Saoudiens. En même temps, la France a rendu service aux Saoudiens en intervenant à l'ONU récemment, parce que le Canada et les Pays-Bas avaient proposé une résolution demandant une enquête sur les atteintes aux droits de l'homme au Yémen. Il y avait un groupe de pays alliés de l'Arabie saoudite qui avait fait une contre-proposition, et la France a cherché et trouvé, semble-t-il, un compromis entre ces deux propositions, ce qui a permis d'enterrer la proposition des Canadiens et des Hollandais, ce qui en pratique protège Riyad, à qui on a fourni pas mal d'armements pour sa sale guerre au Yémen, soit dit en passant. Alors c'est assez typique de la méthode Macron. Se poser en homme de compromis, noyer le poisson, rendre des services, et comme ça arriver un petit peu à surnager. Je montre à Riyad que je peux quand même lui rendre des services, et en échange j'essaye de négocier un petit assouplissement pour mon allié qatari. Bon. Concrètement, c'est ça la situation aujourd'hui. Et je crois que l'enjeu du quinquennat d'Emmanuel Macron sous cet angle, c'est surtout d'espérer qu'il ne va pas faire de grosses bêtises, qu'il va nous éviter les positionnements à l'emporte-pièce et les stratégies foireuses de messieurs Fabius et compagnie, qui se sont terminés, comme on le sait, un certain soir de novembre 2015 au Bataclan. Enfin, dernier thème de cette petite revue d'actualité décembre 2017,
la transition énergétique, la vraie, pas ce qu'on nous débloque sur les renouvelables, qui joueront sans doute un rôle dans 10 ans, dans 15 ans, qui aujourd'hui sont tout à fait marginaux. La réalité de la situation énergétique mondiale aujourd'hui, c'est qu'à ce stade, il n'y a pas encore de crise de l'offre globale d'énergie. Mais on commence à s'approcher de la première crise significative que les experts avaient identifiée depuis pas mal de temps, qui est la crise des combustibles liquides, qui devrait se produire dans les années 2020. En clair, on va commencer à manquer de pétrole. Il ne faut pas attacher trop d'importance à toutes les âneries qu'on a entendues ces dernières années sur le thème « mais du pétrole, il y en a partout, on en trouve dans tous les coins, vous inquiétez pas ». D'ailleurs, regardez, le baril est tombé à 30 $. Le baril est surtout tombé à 30 $ parce que le pétrole est exprimé en dollars et quand le dollar monte, le baril baisse. Et puis il est tombé à 30 $ parce que les Saoudiens ont poursuivi une stratégie visant à essayer de casser le schiste américain en faisant baisser le prix du baril. Stratégie tolérée paradoxalement par le pouvoir américain parce que c'était un moyen d'opérer une vraie sanction dure contre la Russie. Parce que autant les Russes n'ont pas vraiment été très peu affectés par les sanctions européennes, autant la baisse des prix du pétrole leur a posé de vrais problèmes. Bon. Tout ça, c'est du blabla. Il ne faut pas d'ailleurs non plus écouter les gens qui vous disent « Oh, c'est la catastrophe, demain matin on n'a plus de solution, tout va s'écrouler ». La vérité, c'est que personne n'en sait rien, parce que personne n'a jamais vécu ce genre de situation. La vérité, c'est que, comme il y a eu énormément d'investissements dans l'industrie pétrolière, il y a quelques années, au moment où le baril était monté à 140 $, on a eu une situation de surproduction temporaire ces dernières années. Là, on va avoir une situation probablement où l'offre risque d'avoir du mal à satisfaire la demande dans quelques années, parce qu'on a eu une très forte baisse des investissements dans la prospection. D'ailleurs, on a même actuellement en France un grand groupe d'exploration pétrolière, CGG, qui est en situation de quasi-faillite à cause de ça. Donc du coup, dans les années qui viennent, on risque d'avoir un problème de couverture de la demande par l'offre en pétrole. Tout ça, ce sont des mouvements conjoncturels dont, bon, vous trouverez toujours des imbéciles ou des faux experts pour en tirer des conclusions extraordinaires. La vérité, c'est que personne ne peut faire de prévisions définitives et solides. Il y a tellement de chiffres pipotés, tellement d'inconnus que c'est impossible. Mais on sait en revanche qu'effectivement, logiquement, ça va commencer à se tendre à partir de la prochaine décennie, à partir de 2020, en pétrole, en combustible liquide. Pas encore sur l'offre globale énergétique, parce que le gaz naturel et le charbon remontent. Enfin, remontent pour le charbon et montent pour le gaz naturel, que ça compense pour l'instant la baisse du pétrole. C'est ça la réalité de la transition énergétique actuelle. Bon. Les renouvelables, ça viendra, mais seulement dans quelques années, et pas de façon aussi massive que ce qu'on nous dit probablement. Dans ce cadre-là, évidemment, il y a une ressource qui va avoir une importance cruciale, c'est le gaz naturel liquéfié, le GNL. Et ça vous explique ce qui vient de se passer avec un projet russe qui vient de déboucher dans l'Arctique, dans la Sibérie arctique, le projet Yamal. C'est un projet géant, très intéressant, des investissements gigantesques en milliards, participation 50,1% russe, 20% Chine, la CNPC, 10% le Silk Road Fund, le fonds des routes de la soie, qui n'est pas stricto sensu chinois, même s'il est impulsé par la Chine, et 20% Total, la société française Total. C'est intéressant de noter que, en dépit des sanctions qui ont été prises par la Commission, pas par l'Union européenne, contre la Russie, l'investissement de Total n'a jamais été remis en cause. Et récemment, je cite, le PDG de Total, Patrick Pouyanné, voilà ce qu'il a déclaré. À Yamal, on est parti de rien pour bâtir une cathédrale du XXIe siècle.
Parmi tous les défis surmontés pour mener à bien ce projet gigantesque, je veux souligner en particulier notre faculté à maintenir le cap malgré les sanctions. Nous sommes restés fidèles à nos partenaires russes, excusez-moi, ça me fait rigoler quand je dis ça, en dépit de cet aléa, parce que c'est dans les épreuves que nos partenaires comptent sur nous et réciproquement. C'est-à-dire que ce qui est en train de se passer là, c'est que la plus grande société capitaliste française, le plus grand groupe français, Total, est en train, en gros, de dire aux réseaux atlantistes qui ont tenté de verrouiller les liens entre l'Europe et la Russie, à l'occasion des sanctions, après l'affaire d'Ukraine et de Crimée, fuck. Bon, en langage clair, c'est ce que ça veut dire. Hein. Alors évidemment, c'est pas dit comme ça, parce que dans ce monde-là, on ne dit pas les choses comme ça, mais c'est très exactement ce que ça veut dire. C'est intéressant de noter que les Russes, d'ailleurs, ont participé aussi au message, puisque il y a un minéralier gigantesque qui a coûté, je crois, 300 millions d'euros ou quelque chose comme ça, qui a réussi récemment à rallier la Corée du Sud à la Norvège en passant par la route du Nord, que la fonte des glaces est en train de libérer de plus en plus, ce qui va raccourcir considérablement le trajet maritime entre l'Extrême-Orient et l'Europe. C'est-à-dire que la route de la soie qui passe par le golfe d'Aden et le canal de Suez et la Méditerranée a une alternative maritime de plus en plus au nord de la Sibérie. Et ce minéralier, qui est donc un minéralier russe, même s'il a été affrété par la société Total récemment pour livrer justement du gaz naturel liquéfié en Angleterre. Tiens, donc en Angleterre, c'est curieux, a un nom qui est assez symbolique puisque les Russes l'ont baptisé Christophe de Margerie. Vous savez, Christophe de Margerie, c'était le PDG de la société Total qui a eu tort de vouloir prendre l'avion en 2014 à Moscou puisqu'il a eu un accident, il paraît. On va dire un accident. Eh bien, en souvenir de cet homme d'affaires français avec lequel il travaillait, donc les partenaires russes ont baptisé ce minéralier le Christophe de Margerie. C'est écrit en cyrillique sur la proue avec en dessous le sous-titre en alphabet latin. Alors, comment expliquer que Total, pour cette histoire de GNL, puisse comme ça dire en gros aux réseaux d'influence les plus puissants en Occident, les gars, vous êtes bien gentils, mais vous la prenez dans le sens que vous voulez, en travers si ça passe, mais bien profond, hein, foutez-nous la paix. Je crois que c'est tout simplement que là, en l'occurrence, c'est une question de vie ou de mort. Vous avez des gens qui font aujourd'hui des spéculations sur les véhicules électriques, etc. C'est très bien, les véhicules électriques. C'est évidemment une piste à creuser. Mais il faut quand même avoir quelques ordres de grandeur en tête. Il y a 31 millions de véhicules en France, dont aujourd'hui 100 000 sont électriques. Il faut à peu près un réacteur nucléaire pour recharger 1 million de véhicules électriques. Donc pour recharger 31 millions de véhicules électriques, il faudrait 31 réacteurs. Nous en avons aujourd'hui 58. Nicolas Hulot a promis d'en fermer 17 d'ici à 2025. Il n'a pas forcément tort d'ailleurs, hein, vu les risques associés au nucléaire. Ça nous en laisse... attendez, je fais le calcul. 58 moins 17, ben ça nous en laisse 41. Si on en prend 31 pour les véhicules, il nous en reste 10. Alors,
Petit rappel, là en novembre 2017, la France a été importatrice nette d'électricité. On a eu plusieurs réacteurs à l'arrêt suite à des demandes de l'autorité de sûreté. Il y a eu du froid et un manque de pluie qui a entraîné une baisse de l'énergie hydraulique. Donc avec nos 58 réacteurs, on s'est retrouvé importateur d'électricité. Et théoriquement, si on veut avoir 31 millions de véhicules électriques, il ne nous restera plus que 10 réacteurs, là où aujourd'hui il y en a 58. D'où le fait, à mon avis, que le Christophe de Marjorie, ce navire superbe, magnifique, puisse aller comme ça, librement, entre le projet russe Yamal et les terminaux pétroliers d'Europe occidentale, que ça plaise ou pas au lobby atlantiste. Comme quoi, dans ce monde cruel, de temps en temps, il y a quand même des nouvelles qui vous mettent du baume au cœur. Voilà. Ça, c'était donc les principales informations que j'ai relevées sur le mois de décembre 2017. Bien sûr, ça ne couvre pas toute l'info de novembre 2017, mais il faudrait des heures pour couvrir toute l'info. Juste les trucs principaux. J'ai gardé quelques biscuits en réserve, dont on aurait pu parler en décembre, mais on en parlera en janvier, en février, quand l'actualité aura continué à dérouler sa petite bobine. La prochaine vidéo ne sera pas une note de lecture, puisque la chaîne a un an. Donc on va fêter le premier anniversaire. Pour ça, donc on va faire une petite vidéo anniversaire avec ce que j'ai promis aux gens qui m'ont demandé un certain nombre de choses sur la chaîne, c'est-à-dire un petit point méthodologie sur les notes de lecture, comment je travaille pour faire mes notes de lecture, un best-of de trolls, ça j'y tiens, les meilleures trolleries 2017 sur ma chaîne, vous verrez, il y en a des bonnes. Et puis une évocation rapide de mes projets pour vous dire tout ce que je compte vous infliger dans les mois et les années qui viennent. Et je vous dis à bientôt.